Leurs parents s'appellent Tapi, Lanvin, Goscinny ou encore Carmé. Comment nos invités d'aujourd'hui ont-ils construit leur personnalité dans l'ombre d'un père ou d'une mère célèbre? L'ombre du géant, c'est pas facile de trouver sa place. Maintenant, l'arbre est tombé. Après tout, j'ai repris la boutique. Faut pas se dire je vais tuer le père ou je vais tuer la mère pour exister. On existe parce qu'on est. Quand on est enfant, on voit ses parents, c'est ceux qui nous donnent le biberon, c'est ceux qui nous mettent des gifles quand on a fait des conneries. Piston, jalousie, confusion ou méfiance, être fils de star n'a pas que des avantages. Les enfants d'eux, je suis désolé, c'est des produits marketing quelque part. En plus, utiliser la fille ou la fille d'eux, ça coûte beaucoup moins cher que faire venir la mère ou le père. Il ne faut pas être hypocrite, évidemment. Quand on arrive avec un manuscrit avec ce nom-là, on n'est pas certain d'être publié, mais on est certain d'être lu. Nous, ça nous oblige à être le meilleur possible. Ouais, ça vous motive, j'en suis sûr. On n'est pas tous des Paris Hilton non plus. Hein. Bonjour à tous, merci de nous recevoir, merci pour tous nos invités. Et bienvenue sur le plateau Toute une histoire. Alors s'il y a bien une chose qu'on ne choisit pas dans la vie, généralement, ce sont ses parents. Si on pouvait le faire, faudrait-il choisir d'avoir des parents célèbres? En d'autres termes, faudrait-il envier les enfants de ce qu'on appelle aujourd'hui les people? Rien n'est moins sûr. Les fils et filles d'eux, comme on les appelle, disent souvent que leur nom ou leur filiation leur ouvre bien des portes, mais qu'ensuite, ils se cognent parfois aux murs qui sont derrière, qu'on leur fait payer. Et puis, comme on dit, pas facile de grandir à l'ombre d'un baobab. Alors, ceux qui portent un nom archi connu, peuvent-ils se faire un prénom? Le talent est-il héréditaire? Les enfants de stars sont-ils obligés d'être 2 fois plus talentueux pour percer? Ces questions doivent certainement résonner fort aux oreilles de mes invités d'aujourd'hui, puisqu'ils ont tous des parents célèbres. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement. Stéphane, fils d'un homme aux multiples talents. Anne Goscinny, fille de René, et donc lui-même père d'Astérix. Patrice Dard, qui pourrait être aujourd'hui le frère de Sant'Antonio, puisqu'il a repris les rênes de son père. Bienvenue parmi nous. Aurore Guitry, bienvenue, petite nièce de Sacha. Pilier de la littérature française. Et puis évidemment, je suis très tenté, comme tout le monde, de regarder vos visages. Jean-François Carmet, le fils du célèbre acteur. Et Manu Lanvin, fils de Gérard. Bonjour Manu. Allez, pour commencer, un mot juste pour vous décrire votre père. Un mot. Stéphane? Moi? Ouais. Nanar. Nanar. Aurore, votre grand-oncle. Grand talent. Jean-François? Générosité. Je dirais intègre. Anne? Immortel. Immortel? Cynique. Cynique. Pourquoi cynique? Parce que comique désespéré. Donc ça se traduit par du cynisme à longueur de vie. Vous lui ressemblez, hein? Oui, je crois. Ouais, on vous le dit souvent. Il me disait d'ailleurs, tu es un fils poli, tu me ressembles. C'est bien élevé. En termes de traits de caractère, aussi bien qu'en termes de traits physiques? Beaucoup de parenté, oui. Beaucoup de parenté. Moins d'angoisse chez moi que chez lui. Parce qu'il m'a précédé. Sans doute. Autre question, est-ce qu'il vous est arrivé de taire votre nom pour qu'on vous foute la paix? Est-ce que ça vous est arrivé à quelqu'un d'entre vous? Stéphane? Ouais. Dans le cadre de votre carrière de professionnel? De producteur? J'envoyais des producteurs délégués qui étaient censés me représenter, représenter une société de production derrière laquelle je me cachais. Donc ça, c'est à l'époque où vous avez beaucoup morflé de ce qui s'est passé. Enfin, il y a eu 2 années qui ont été très fortes, très dures après l'OMVA. Il y a eu avant, et qui étaient des grandes années, qui étaient faciles, et après des années qui ont été plus compliquées. Mais je précise, et vous nous le direz au cours de cette émission, vous avez toujours eu un lien très très fort avec votre père, que vous aimez énormément. Ouais. Bah oui. Ah ouais. Bah oui, pourquoi pas. Alors que font les enfants ou petits-enfants de stars? Un petit aperçu en images sur ceux qui ont cette responsabilité d'avoir un père ou une mère célèbre. La tendance n'est pas nouvelle, mais on la remarque de plus en plus souvent dans le monde du showbiz, où de nombreux enfants décident de suivre les traces professionnelles de leurs célèbres parents. Il y a une statistique officielle et internationale qui dit que 70% des enfants restent dans le même créneau professionnel que leurs parents. C'est normal, on est élevé là-dedans. J'ai pas l'impression d'avoir fait un exploit, j'ai l'impression tout simplement d'avoir repris la boutique. Si Claude Brasseur a suivi avec bonheur la tradition familiale comme son fils après lui, certains n'en ont ni l'envie ni le talent. Et un nom célèbre peut alors devenir très lourd à porter. On est là, le fils d'eux ou la fille, machin, bon, de papa. Mais bon, il y a des moments, il y en a ras-le-bol, quoi. Il y a une méchanceté de la société quand vous portez un nom, pensant que toutes les portes vous sont ouvertes et que vous n'avez... si vous réussissez quelque chose, c'est forcément par piston. Face à la notoriété d'un parent, les filles et les fils d'eux se divisent en 2 catégories. Ceux qui vont utiliser leur nom comme un sésame et ceux qui vont le rendre le moins visible possible.
Ainsi, dans la famille Hallyday, David utilise le nom de scène de son père, tandis que sa sœur Laura a préféré percer sans faire référence au nom de ses parents. Même souci de discrétion chez Arthur H, le fils de Jacques Higelin, ou chez M, alias Mathieu Chédid, fils de Louis. Pourtant, c'est indéniable, un nom connu, ça ouvre des portes. Contrairement à ce que certains ont pu raconter, il m'a beaucoup aidé. En revanche, il n'a jamais décroché de téléphone pour me trouver un job. Là, c'est où maintenant? Là, je joue ce place. Les médias aiment les people, encore plus leurs enfants quand il y en a. Pas facile dans ces conditions de grandir sans quelques inconvénients. Pour moi, très vite, ça a été Ventura, est-ce que tu es le fils de? Oui, je suis le fils de. Je crois qu'il avait peur de ce métier, en fait. Il avait très peur de ce métier. Il disait toujours, monter, c'est facile. Rester en haut, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et il avait peur pour nous, en fait. Et on a été protégés. Je vis mal ces moments où on est en public. J'évite parce que ça m'effraie. Pour certains, c'est même carrément compliqué d'exister dans l'ombre d'un monstre sacré. Le parcours de Guillaume Depardieu ou d'Anthony Delon en témoigne. Voilà pour s'ouvrir l'appétit. Alors avant de parler de la vie présente de nos invités, on va d'abord évoquer avec eux leur tendre enfance, comment est-ce qu'on grandit aux côtés d'un sacré numéro qui étaient leurs parents. Je vais commencer avec vous, Anne. D'abord, Goscinny et Astérix, on a l'impression que c'est synonyme, que c'est quasiment le même personnage. Il s'est d'ailleurs pas mal dessiné plusieurs fois. Mais pour vous, ce nom est évidemment avant tout celui de votre père. Quand vous étiez enfant, vous aviez quelle relation avec lui jusqu'à l'âge de 8-9 ans? Il est mort quand j'avais 9 ans. J'avais une relation très, très tendre et très fusionnelle avec lui, une relation assez classique. Il ressemblait pas vraiment à un clown dans la vie de tous les jours, mais plutôt à l'image que je me ferais d'un notaire de province. Il était. C'est pas très glamour, ça. Non, c'est pas très glamour, mais je l'ai aimé passionnément. Il m'a aimé passionnément. Il est mort à 51 ans et jeune, hein. Il est mort très jeune. Il est mort très très brutalement. Un amour fou. Qu'est-ce que vous saviez de sa carrière, de sa notoriété au moment où vous l'avez perdu? De sa notoriété, je savais rien. De sa carrière non plus. En revanche, je me doutais bien qu'il y avait un truc différent parce que, par exemple, quand il venait me chercher le samedi à l'anniversaire d'un copain, d'une copine, quand la maman du copain qui recevait disait « Anne, mets ton manteau, il y a ton papa », là, c'était l'émeute. Tous les enfants allaient vers la porte d'entrée pour voir mon papa. Je me disais, mais c'est vraiment parce qu'il est très beau. J'étais persuadée que c'est parce qu'il était très beau. Et après, j'ai compris que c'est parce qu'il était très célèbre. J'ai pris conscience de sa célébrité plus tard. Vous avez perdu votre papa à 9 ans, c'est très tôt. Vous aviez déjà lu un Astérix à ce moment-là? Non, j'ai lu mon premier Astérix après sa mort, parce que j'avais accès chez nous à tous les livres, mais pas aux siens, qui étaient les premiers exemplaires. Dans les bandes dessinées, normalement, ça se dirige aussi vers les enfants? Oui, mais quand on est la fille d'un auteur comme ça, l'auteur en question préserve son œuvre dans une bibliothèque qui était fermée, parce qu'un enfant, ça prend les livres et ça a tendance un peu à gribouiller parfois. Donc ces livres-là étaient précieux et je n'y ai eu accès qu'après sa mort. Pourtant, c'est accessible aux enfants, si je me mets par rapport à un San Antonio. Est-ce que votre papa... J'étais sous clé aussi, oui. Ah bon? Quand j'étais gamin, oui. Ben voilà. Oui, jusqu'à l'âge de 10-12 ans, j'étais sous clé, mais je les piquais quand même et je les lisais en douce sous mon plumard avec une lampe, quoi. Ouais. Il le savait, vous pensez? Je crois pas. Il me faisait confiance, il avait tort. Manu, vous êtes le fils de l'acteur Gérard Lanvin. Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous étiez petit, que vous tombiez sur un film de votre père à la télé ou... Ça s'est fait assez... mon éducation a suivi son évolution aussi, parce que je crois qu'au début, lorsque j'étais tout môme, il n'était pas si connu que ça non plus. Et que finalement... C'est Marche à l'ombre qui était le grand départ? Marche à l'ombre, les spécialistes, ouais, toute cette grande période. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 11-12 ans, donc effectivement... Ah ouais, donc vous avez vu l'explosion arriver, quoi. Ouais, ouais. Et j'ai vu aussi des moments un peu plus de creux où finalement on l'a arrêté lui en lui demandant vous êtes le papa de Manu Lanvin. Mais là c'est revenu en force parce qu'il a décidé de mettre il met le paquet, bouchée double en ce moment. Donc, jusqu'à 60 ans, j'ai vu qu'il avait fait une déclaration jusqu'à 60 ans au TAF. Et au TAF avec des énormes succès. Mais la première fois que vous l'avez vu à la télévision, avec peut-être lui à vos côtés, etc. Il faut savoir quand même que j'ai une mère qui était chanteuse et qui était connue avant lui finalement. Donc j'ai connu très très tôt quand elle m'emmenait dans les concerts, déjà en Italie, parce qu'elle a vendu quand même beaucoup d'albums en France et en Europe. Jennifer. Vous avez même fait un film ensemble. Elle n'aime pas qu'on la cite parce qu'elle a décidé de reprendre une vie de sa fonction de mère de famille. Anonyme. Mais c'est surtout elle qui en me traînant très très tôt, effectivement, je voyais qu'il y avait une différence sur les gens. Voilà. C'était quand même aussi une très très jolie femme, donc ça a aidé. Mais ça fait un beau garçon aussi. Hein, je sais pas, mais c'est vous qui le dites. Ouais, c'est moi qui le dis. Bah, ça me fait plaisir. Merci pour elle et pour eux. Oui. Mais donc on s'habitue très très vite. J'ai quand même des parents assez discrets qui m'ont pas mal isolé aussi de
des médias, des soirées. Et comment vous expliquez les choses? Comment votre mère vous expliquait qu'elle allait monter sur scène et que c'était particulier, que votre papa jouait dans un film, que des millions de personnes le voyaient? Parce qu'ils ils l'ont toujours fait comme un travail. Moi, mon père m'a toujours appris très très tôt que tout ça n'était que la conséquence aussi de son opiniâtreté, de son travail. À un moment donné, ce sont des gens passionnés. Ma mère m'a transmis cette passion qui est la musique et on m'a toujours dit, voilà, c'est à force de travail, c'est aussi un parcours, c'est l'expérience qui nous amène peut-être un jour à être aidés, et être un peu au devant de la scène. On peut faire la différence entre la personne privée et la personne publique? Ou est-ce que c'est la même personne, tout ça? Quand on est enfant, on voit ses parents, c'est ceux qui nous donnent le biberon, c'est ceux qui nous mettent des gifles quand on a fait des conneries, c'est ceux qui nous régalent ou qui nous régalent pas à Noël et le jour de l'an. Donc non, c'est un rapport, ça reste, c'est nos parents quand même. Et vous, Jean-François, qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet? C'était la même chose. Effectivement, mon père, je le voyais en tant que papa, donc en tant que comédien, c'était un autre personnage quand même. Hein. C'était un personnage à la maison assez, comment dire, relativement sévère quand même. Ouais. Donc c'est pas du tout l'idée qu'on se fait de Jean Carmé. C'était quelqu'un de sévère mais de juste. Hein. On faisait pas trop de bêtises, en fait, pas moi. Alors qu'il avait une image de rigolo. Hein. Absolument, tout à fait, mais il n'était pas du tout comme ça dans la vie, en fait, privé. Un peu plus dur, quand même. Un peu plus dur. Vous nous aviez préparé cette émission, Patrice, qu'enfant, vous aviez un peu honte de dire que votre père était écrivain. Oui, quand j'étais gamin, moi je savais que mon père avait un certain succès par le théâtre. Parce que tout petit, je fréquentais les loges avec lui, parce qu'il avait des pièces qui étaient jouées. Mais ça donne pas une grosse... C'est moins connu, ça. Il est surtout connu. Oui, c'est moins connu. C'était pas une grosse notoriété. Et quand je donnais mon nom en début d'année scolaire à un prof, on demandait d'art, et qu'est-ce que fait votre père? Écrivain. Tout le monde me regardait, c'était pas un métier. Et puis un jour... c'est pas un métier comme quoi? Comme boucher, comme cordonnier, comme médecin, comme instituteur. Et tous les autres, leurs pères avaient des vrais métiers. Et mon père, tout le monde écrivain, bon, et puis les profs me disaient, mais comment il signe? Je disais, c'est Antonio, ah bon, c'était... Et puis petit à petit... C'était connu quand vous étiez jeune déjà? Comment? C'était connu? Il était connu quand vous étiez jeune? Non, justement, quand j'étais tout gamin, non. Et puis d'un seul coup, vers l'âge de 12-13 ans, quand une rentrée scolaire, je suis arrivé, on m'a dit, comment vous appelez, Dard? Vous êtes de la famille de Frédéric Dard? Et là, c'était parti, quoi. C'est ça la notoriété. La gloire se fait comme ça. Donc à 13 ans, c'est le début de l'adolescence, c'est le moment où normalement on se met un peu en opposition aussi par ses parents, vis-à-vis de ses parents. Jamais. Ne serait-ce que pour se construire, on dit que c'est nécessaire. Jamais mis en opposition. Est-ce que c'était possible? Alors, non. C'est pour ça. Pourquoi c'était pas possible? Trop sévère, trop... On a du mal à l'imaginer. Hein. Trop entier, trop... Ça aurait pris des proportions démesurées. Ça aurait été un crime, je l'aurais poignardé. Jamais, jamais, jamais. Comment ça s'est passé pour vous, Stéphane? Vous en souvenez, 13, 14, 15 ans, au moment où on a envie de se mettre un peu en rupture par rapport à son père? Moi, je le voyais que le week-end, donc la rupture, elle y était déjà. Donc, Quand il est devenu connu, comment vous l'avez accueilli d'abord? C'est arrivé, moi j'étais à Marseille. Un jour, il m'appelle. Ouais. Marseille, ouais. Un jour, il m'appelle, il me dit, ouais, je vais reprendre un club de foot. Je dis, ah, c'est bien, je suis content pour toi. Il me dit, ouais, je vais reprendre l'OM. Ouh. Et là, j'ai appelé tous mes potes et on est allé faire la visite des vestiaires. On est allé piquer dans les réserves de maillots pour être sûr qu'on en ait un. On est allé sur le stade. Ah, tu vois, un gamin, quoi. Alors, quelle image vous avez, on se connaît depuis longtemps, où tu avais de ton père à ce moment-là? C'était comme un dieu? C'était... Non, c'était le mec qui pouvait me laisser rentrer sur le terrain du stade Vélodrome. C'est ça, c'était un dieu, ça, normalement. Non, pour un Marseillais, c'était... Un sésame. Ouais. C'était la folie. Ouais. Il n'y a jamais eu d'opposition vis-à-vis de Bernard. Est-ce que ça aurait été possible? Ouais. Il y en a maintenant. Il y en a dans notre métier, il y en a beaucoup, mais c'est largement faisable. Il a moins une grande gueule que ce qui paraît. Ah oui, dans la vie privée, il a moins de gueule. Ah ouais. C'est vrai. Vous le connaissez? Oui, très bien. C'est un homme délicieux et dès qu'on est en présence de ce personnage, on est conquis. Ça explique sa réussite d'ailleurs. Comment vous avez réalisé, vous, la notoriété de votre père? Je l'ai réalisé par le fric, en fait, vraiment. Quand j'ai vu qu'on commençait à avoir de l'eau chaude à la maison, parce qu'au début on n'avait même pas l'eau chaude, on faisait chauffer dans des gamelles, c'était dur au début, hein. Début d'écrivain, c'est pas facile. Puis petit à petit, on a eu une voiture qui tombait pas en panne tous les 12 km, on a changé de maison, on a eu un beau jardin. Ce sont les moyens matériels qui vous ont fait prendre conscience. Plus de poux, enfin. Ce sont les moyens matériels, enfin la vie plus facile, vous avez comprendre qu'il devenait important. Oui, parce qu'un enfant, il vit sa vie d'enfant. Il n'est pas à l'écoute de la réussite. Je vais donner la parole à Evelyne Sarah Schreier, qui est psychothérapeute et qui compte quelques célébrités dans sa clientèle dans le 8e arrondissement de Paris. Nos invités expliquent qu'il aura fallu du temps pour comprendre que leur père était
étaient célèbres, qu'au début, quand ils étaient jeunes, c'était pas quelque chose d'évident à la maison. On a d'abord entendu le témoignage de toutes les personnes que j'ai en face de moi, qui ont très bien décrit que d'abord, la première relation qui était intéressante pour eux, c'était le père, le papa. Que la célébrité, le professionnel, ça venait bien longtemps après et que même ils ne s'en préoccupaient pas. Lorsqu'on réalise soudain que son père ou sa mère est quelqu'un de connu, de très connu, est-ce que ça peut changer la relation? Oui. Quel est le risque? Ben, le risque déjà, c'est de se sentir dépossédé de son père. Ça, c'est un des premiers risques, que le père appartienne au public et plus à soi. C'est toujours le cas. C'est évidemment le cas. C'est toujours le cas. Mais ça, donc, on n'a pas envie de partager ses parents. Non. Et ça donne forcément. Non. Ça donne forcément un sentiment d'inexistence à la personne qui a du mal après ça à trouver sa place au sein de la famille et même au sein de la société. C'est compliqué pour lui. Est-ce que vous avez déjà utilisé votre nom pour vous ouvrir des portes? C'est une question que je peux vous poser à vous, Jean-François. Donc, moi, je suis artiste peintre. Donc, ça peut ouvrir les portes de la presse, déjà. Donc, lorsqu'on fait une exposition, du moins, voilà, donc ça ouvre les portes de la presse. C'est arrivé à quel âge? Ma première exposition seule, c'était, j'avais 46 ans. Et jusque-là, vous ne vouliez pas mettre votre nom en avant? Jamais. Pourquoi ça vous gênait? C'est parce que je suis, papa était quelqu'un de très, comment dire, de très humble. Donc, c'est la même sensation que j'ai, en fait. De ne pas mettre en avant quelque chose qui s'opposerait à cette humilité de famille? Certainement, oui. Vous avez pensé à devenir comédien à un moment de votre vie? J'ai remplacé un figurant donc, qui avait quand même quelques petites phrases à dire, donc figuration dite intelligente. Et donc j'étais face à Villeray, à Jacques Villeray, et il y avait simplement 3-4 mots à dire. Hein. Et puis c'est vrai que 2-3 jours plus tard, on est parti à Cannes voir les Roches. Et il y a 2-3 personnes qui ont dit, qui sont venues me voir après en disant ça serait pas mal, tu passes bien à l'écran, ce serait pas mal que tu viennes nous voir par rapport à un cours de théâtre, etc. Donc c'était. C'est là où Jean Bouise qui c'est Jean Bouise, donc qui était à l'époque professeur à Reims chez Robert Hossein. Immense acteur de cinéma, mais surtout de théâtre. Extraordinaire, oui, un homme de théâtre. Hein. Et je demande à papa, tiens, ce serait pas mal, finalement, donne-moi les coordonnées de Jean, tout ça, de Bouise. Et là, c'est là où on voit un peu le caractère de mon père. Il s'est un peu mis en colère après moi en disant, de toute façon, si quelqu'un doit faire quelque chose dans ce métier pour toi, ça sera moi. Pas besoin des autres et tout ça. Donc, ça m'a un peu vexé et je me suis un peu fâché avec lui parce que j'ai aussi un petit caractère carmé. On n'est pas tout le temps facile non plus à vivre. Et là, j'ai décidé de partir avec un ami, mon cousin. On est parti en Suède, qui était photographe. On est parti en Suède pendant 2 mois. Et à la réflexion, vous pensez qu'il vous a protégé de ce métier? Oui, je pense qu'il m'a protégé. Il en a beaucoup souffert, lui, de ce métier? Jusqu'à quel âge il n'en a pas vécu? Il a commencé par... il en a tout le temps vécu, parce on a eu aussi une enfance difficile. Très difficile, hein, parce que... Très difficile, parce qu'il y avait très peu d'argent à la maison. Donc on vivait dans un petit appartement. Mais il a tout le temps réussi à nous nourrir avec son métier. Manu, pour vous, c'est clair, votre notoriété n'a rien à voir avec votre nom, que pourtant vous assumez clairement. Vous auriez pu en changer? J'aurais pu, mais bon, c'est un beau cadeau. Donc, et puis on en change, mais les gens le savent très vite, donc finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Alors à la fois, vous êtes contente, je pense que vous êtes très fier de le porter, ce nom? Je suis très fier. En même temps, les gens ne relèvent pas forcément aussi facilement que ça. Des Lanvin, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de familles, finalement, Lanvin, qui ont une notoriété peut-être pas équivalente. Oui, les couturiers, les chocolatiers. Voilà, donc j'arrive à créer la confusion facilement. Je m'amuse d'ailleurs avec ça. Ah bon? Oui, pourquoi si on vous dit le fils de... Je dis, vous voulez des chocolats, vous voulez voir les films? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Si ça vous appeliez Dupont, ça aurait changé quoi jusqu'à présent à votre jeune carrière? Disons que la musique, c'est un chemin de croix pour tous. Donc c'est le même pour moi. C'est beaucoup de travail, comme je le disais tout à l'heure, et il faut convaincre les gens. La chance qu'on a avec la musique, c'est qu'on a un langage, qui est la musique. Donc finalement, on est jugé sur ce qu'on fait. Les gens viennent vous voir en concert, ils écoutent vos morceaux, votre musique, votre environnement, et ils y adhèrent ou pas. Père acteur, vous musicien, maman musicienne à l'époque, devenue une maman anonyme par son choix, un domaine différent, certes, mais on reste quand même dans le monde de l'art et de la création. Vous venez de sortir votre 3e album, Manu, qui s'appelle Faible Humain. Vous le clamez haut et fort, votre notoriété n'a rien à voir avec celle de votre père, que vous adorez par ailleurs. Oui, et qui m'a aussi appris beaucoup de choses, qui m'a donné des ficelles quand on décide d'avoir un parcours artistique. Lesquels? Des obstacles, garder son cap surtout, parce qu'on est souvent
attirés par les chants des sirènes, des gens qui vont peut-être vous faire dévier de ce pourquoi vous faisiez de la musique, quoi. Moi, il y a une vraie intention artistique dans ce que je fais depuis longtemps. Et puis faire ce métier comme un véritable métier, c'est ce qu'a toujours dit Gérard Lanvin. Bien sûr, maintenant c'est une petite entreprise, ma musique, et il faut effectivement être soigneux et il faut travailler, quoi. Et s'accrocher. Que ça, quoi. Reportage. Les journalistes me présentent comme fils d'une célébrité, on va dire ça comme ça. Au début, c'était un peu gênant parce que c'était toujours la manière d'introduire mon travail. Mais ça s'estompe, très curieusement, de plus en plus. J'ai des machines, des eaux liquides et des bateaux qui courent sur mon dos. Dans la famille Lanvin, le fils, prénom Manu, fils de l'acteur Gérard Lanvin, mais la connexion s'arrête là parce que Manu est un vrai musicien et la musique, il est tombé dedans quand il était tout petit. Lorsqu'on est effectivement issu d'une famille d'artistes, on rencontre d'autres artistes. L'élément de la musique était quelque chose de très très important chez mes parents. Ma mère était chanteuse d'ailleurs. Et donc ça conditionne un peu, quoi. C'est-à-dire qu'on a des facilités, en tout cas on nous fait découvrir ça. J'ai eu la chance très tôt de rencontrer les musiciens de téléphone, on m'emmenait dans les concerts. Déjà à 5-6 ans, je me rappelle, je traînais déjà dans les concerts, dans les backstage. Et finalement, la vibration des musiciens, c'était quelque chose qui m'a tout de suite attiré. Je me sentais très à l'aise avec ça. La culture de ses parents, effectivement, déteint sur vous, mais bien évidemment. Et aujourd'hui, on a des artistes merveilleux qui ont des parents qui baignent dans cet environnement-là, quoi. On parle d'un Mathieu Chédid, de M ou Sinclair. Il a un père qui est un vrai génie derrière les consoles et tout. Effectivement, ça prédispose, mais je trouve ça très très bien qu'il y ait cette sorte de passation de pouvoir. Encore moins, malheureusement, c'est très différent. Parce que j'ai un père qui fait du cinéma et moi, je fais de la musique. Donc, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir. Autodidacte et discret, Manu trace sa route. Petit boulot, rencontre, il enchaîne aussi les scènes pour se faire un prénom plus qu'un nom. Il mettra 10 ans à sortir son premier album. Je me suis quand même plutôt construit tout seul dans cette aventure-là. Je voulais garder cette liberté que j'avais lorsque j'étais jeune et que je montais un groupe et qu'on allait jouer dans les clubs et qu'on n'en avait rien à foutre de savoir que j'étais le fils d'un acteur. Ils en avaient rien à foutre parce qu'on ne le disait pas d'ailleurs. On allait jouer, on avait un groupe de rock qui avait son identité et on n'avait pas besoin de jouer là-dessus. Il n'y a pas eu de facilité pour moi d'être aidé. Si j'avais eu un père patron de maison de disques ou à la rigueur producteur de musique ou peut-être musicien, j'aurais pu effectivement avoir ce genre de coup de main là. Malheureusement, j'ai pas utilisé ces ficelles-là. Parce que ça aurait été sans doute beaucoup plus rapide, puisque certains le disent, voilà, ça ouvre des portes plus facilement. Non, je crois que le parcours, il parle, quoi. Depuis toujours, Manu ne mise que sur son talent et son indépendance. À 33 ans, il sort son 3e album qu'il a totalement autoproduit. En fait, ma vraie vie intime, elle est dans cet album-là, quoi. C'est pour ça que je suis pas toujours pour l'étaler dans les magazines People et tout ça, parce que ma manière à moi de me mettre en scène, c'est au travers de la musique. On peut pas le savoir si c'est plus facile ou plus difficile d'avoir entre guillemets, un père ou une famille d'artistes lorsque nous-mêmes nous sommes artistes. Ça, c'est les questions que se posent les gens. Moi, je me pose pas ces questions-là. Je suis comme je suis. J'ai un entourage familial qui est celui-ci et je peux pas me poser de questions. Je sais pas si c'est plus simple ou plus compliqué. C'est ma vie. Vous avez commencé assez jeune. Ouais. À 15 ans, vous étiez dans le sud de la Bretagne à écumer les bars, à faire profiter les autres de votre musique. Quand vous avez commencé à vous lancer là-dedans, est-ce qu'on vous a mis en garde dans votre famille? De quel regard on a posé sur vous à ce moment-là? À vrai dire, ça n'a pas été une révolte de faire de la musique. Ils m'ont encouragé. Je pense qu'au début, je voulais faire des études. Mon père m'a dit non, pas de mec qui fait des études dans la maison. Ah bon? Pas question. Comme pour vous d'ailleurs. Mais il y avait un peu de ça, c'est-à-dire qu'il a repéré que j'avais pas du tout cette fibre pour le faire, parce qu'effectivement, on est vite conditionné dans des systèmes scolaires. On n'apprend pas aux élèves à
essayer de trouver vraiment là où ils sont en phase avec eux-mêmes. Et souvent, ben, voilà, il y a des gens qui se trompent de chemin. Eux, ils ont senti que j'avais une vraie attirance. Et donc, pas des gens c'est marrant, parce que vous avez eu le même conseil, drôle. en fait. Hein. Non, la révolte, elle est ailleurs. Elle est sans doute ailleurs, mais pas en tout cas dans ce choix-là. J'avais envie de partir de la maison. La musique m'a permis de partir de la maison, sachant que j'avais des frères, mes musiciens, qui étaient devenus mes frères, qui étaient eux majeurs, qui venaient me chercher avec le camion. Alors vous faisiez des bars en Bretagne, un peu partout? Et on a tout fait. En alternant aussi les petits boulots? Toujours, puisque comme je le disais, la musique, c'est toujours un chemin difficile, donc il faut faire des boulots, mais comme tout le monde, quand on cultive une passion, ça ne vient pas tout de suite. Quel petit boulot alors? Tout, barman, vendeur de jeans sur les marchés. Ah bah comme papa, d'ailleurs, oui, voilà. Barman dans le bar de papa? Oui, j'étais aussi un peu... Pas dans le bar de papa, c'était à Pigalle, dans un sacré club. Ah oui, non, parce que le bar de papa, c'était ailleurs. Le bar de papa, non, c'était ailleurs. Plein de jobs, enfin, comme tout le monde, j'ai vendu des boissons énergisantes en grande surface, donc rien d'excitant, mais en tout cas, ces expériences-là nous nourrissent énormément et nous permettent aussi de faire des chansons après. Donc c'est prononcez jamais le nom de votre père dans le reportage, vous dites un acteur célèbre, vous dites... Ouais, c'est vrai. Vous faites attention quand vous parlez de lui. J'arrête de faire de la pub pour lui quand même. C'est une bonne remarque. Avez-vous l'impression que votre nom a été un sésame dans votre métier la première fois que vous avez proposé un roman, Anne? Mais évidemment, il faut pas être hypocrite, évidemment. Quand on arrive avec un manuscrit avec ce nom-là, on n'est pas certain d'être publié, mais on est certain d'être lu. Et tous ceux qui essayent de lu par les éditeurs, lu par les éditeurs, ce qui est quand même le premier pas vers quelque chose de plus intéressant. Et tous ceux qui essayent de faire ce métier savent à quel point c'est déjà difficile d'arriver à être lu par un éditeur. Donc bien sûr que c'est un sésame. Ça ouvre la première porte. Alors mais ensuite, derrière la porte, soit le mur. Après, derrière la porte, il faut accepter l'inacceptable, c'est-à-dire la comparaison. Les gens qui vous reprochent de ne pas être drôle. Même parce qu'il l'était? Parce que lui, il l'était, parce que c'était le prince de l'humour, le roi du calembour. C'est très subtil en plus. Et que c'était extrêmement subtil. Ce que j'écris n'est pas complètement con non plus. Il ne faut pas exagérer non plus. Enfin, je veux dire... Non, mais ce n'est pas dans cette lignée-là, en tout cas. Non, ce n'est pas dans cette veine-là. En tout cas, là, c'est mon troisième roman est sorti il n'y a pas très longtemps. Ces trois Comment s'appelle-t-il? Le Père éternel. Ouais. Ah, ça, j'en étais. Je l'attendais. Ah, bah, quand même, si vous avez écrit ce titre, pourquoi vous posez la question, quand même, aussi? Mais alors, je vais vous dire un truc. Je n'ai pas choisi du tout ce titre. C'est mon éditeur qui sait vendre des bouquins et qui l'a choisi, ce titre. Ah oui. Goscinny, alors Goscinny en énorme. Le Père éternel, pour ceux qui ne feraient pas le lien. Et tout ça chez Grasset, qui est un très grand éditeur de la place parisienne, les 3 ou 4 premiers. Ça vous fait quoi de voir tout ça? Parce qu'à la fois, c'est un héritage dont vous êtes très fier, et à la fois, vous vous dites pas quand même, je réussis pas complètement par moi-même, quoi. Alors, ça me fait très plaisir de voir ce livre ici, et ça me ferait très plaisir que vous le lisiez, parce qu'il n'est pas du tout question de René Goscinny dans ce livre. Bien sûr que vous avez raison, le titre comme ça, plein pot sur un écran de ce livre, avec mon nom en énorme et le Père éternel, évidemment, ça nous fait marrer. Mais... Il ne manquerait plus qu'Astérix. Oui, il ne manquerait plus que les petites ailes du chapeau. Non, mais c'est vrai. Je me tourne vers Frédéric Telon. Frédéric est sociologue, vous avez écrit un livre, vous aussi, qui s'appelle Les FFD. Que sont les FFD? Oui, je crois que j'ai été invité un peu pour casser l'ambiance. Non. Non, parce que vous êtes nuancé dans votre approche. Oui, c'est vrai. Que sont les FFD? Les FFD, c'est le sigle fils et filles d'eux. Donc, en fait, c'est les enfants qui reprennent à leur compte la profession de leurs parents ou l'activité de leurs parents. Et sachant qu'en fait, il y a tous les cas de figure possibles. On a vu le cas de M. Lanvin qui a en fait bifurqué et parti dans une autre direction, on va dire Manu, oui, si je me permets. Donc il a bifurqué vers une autre direction. Et puis il y a aussi les enfants qui reprennent exactement la même profession que leurs parents et en fait qui sont directement sur des rails et pour lesquels on a ouvert de véritables autoroutes. On vous dit que c'est un phénomène qui s'est amplifié récemment. Est-ce que vous pouvez, notamment dans les métiers du spectacle, dans les métiers du spectacle, on sait bien que les enfants de Fernandel ou de Bourvil n'ont pas été poussés de l'avant par leur père. Je dirais par moralité ou par pudeur, et aussi parce qu'en fait, je pense qu'à l'époque, on avait peur de la réprobation du public. Et la donne a changé parce qu'aujourd'hui, quelque part, le public adhère à cette situation. Pourquoi, à votre avis ? C'est lié à la fois à un phénomène d'identification. On l'a bien vu, par exemple, avec Sarah Baziani, lorsqu'elle a été lancée par une chaîne de télévision, la fille de Romy Schneider. On s'est dit, en plus, elle ressemble à sa mère. Et on a l'impression que le public adhérait plus du fait de la ressemblance physique qu'autre chose. Et du côté des producteurs, le changement, il est lié à la médiatisation de la société, quelque part. C'est-à-dire, en fait, les enfants d'eux, je suis désolé, c'est des produits marketing, quelque part. C'est-à-dire, en fait, utiliser un nom, c'est une manière de vendre un produit.
Et en plus, un nom déjà connu, on gagne du temps. Un nom déjà connu, oui, c'est vrai, c'est ça. Et en plus, utiliser la fille ou la fille de, ça coûte beaucoup moins cher que faire venir la mère ou le père. Donc en fait, il y a un système économique autour de ça. On récupère le nom de la célébrité. Il y a aussi des cas où la mère ou le père sont empêchés. Je pense à moi, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que le public n'est pas dupe aussi à la finale, quoi. C'est que peut-être ça aide le début d'un business, comme vous essayez de l'expliquer. Mais je crois que le public n'est pas crétin et n'est pas aussi dupe qu'on ne le pense. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut leur vendre fils d'eux, mais s'ils ne trouvent pas quelque chose d'émotionnel ou quelque chose en tout cas qui leur plaît, je ne sais pas si les gens vont adhérer. Ça me semble être une remarque très juste. Ça ouvre les portes et après il y a quand même une sélection qui se fait. On parlera de ça dans la deuxième partie de notre émission. Un nom peut ouvrir des portes, il peut aussi enfermer. Est-ce qu'avoir un nom célèbre, c'est toujours une bénédiction? C'est la question que nous allons nous poser après ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être. Votre enfant est gothique et vous êtes inquiet. Adolescent, vous vous êtes scarifié et vous le regrettez. Vous avez 18 ans, vous êtes gothique et vous assumez votre mode de vie. Vous avez déjà participé à des rites sataniques. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Il est parti à quel âge? Il n'y a pas longtemps. Vous avez combien de temps, Gérard? Oh, il y a 8 mois. Vous avez quel âge? 51. Prochainement, toute une histoire recevra de grands enfants. À 30, 40 ou 50 ans, ils vivent toujours chez papa-maman. Peur de quitter le cocon familial ou retenus par des parents trop possessifs, qu'est-ce qui les empêche de voler de leurs propres ailes? Chez mes parents, j'ai rien payé, alors je suis nickel, le palace, tranquille. J'aimerais bien qu'elle fasse sa vie, qu'elle soit heureuse. C'est ambigu tout ça aussi. Oui, je suis heureuse. Oui, je suis maman. Voilà. Mon père, il sait, tiens, je te donne 100 000 €, Olivia, tu fais partir mon fils de chez moi. Je te donne 200 000 €, tu épouses mon fils, j'en ai marre. Il m'est arrivé, par exemple, de prendre un appartement et de rester une nuit dans l'appartement. Il a eu le temps de s'installer dans la nuit, il m'a appelé. Et je suis parti le lendemain. Quitter sa mère, oui, c'est effectivement quitter un amour inconditionnel. Ouais. Moi, j'étais malheureuse quand il est parti et je serai la plus heureuse s'il revient. Alors, avoir un nom connu, c'est à double tranchant. Lorsque ce nom est en haut de l'affiche, c'est bien, c'est facile, ça aide. Et lorsque ça va plus très bien, le nom est mis à mal, c'est beaucoup plus compliqué. Comment supporter cet amalgame dans l'un et dans l'autre des cas? Dans le premier cas, à savoir être le fils de être aidé, parce que c'est pas un peu complexant aussi de se dire qu'on n'a pas réussi par soi-même. Puis surtout après, quand ça redescend, être entraîné dans quelque chose dont on n'est absolument pas responsable. Stéphane, avant OMVA, comment vous diriez qu'était vos relations avec votre père? Bon, distante par la géographie, mais comme fraternelle. Avant OMVA, j'ai 16-17 ans. Donc je suis un ado qui d'un seul coup découvre que son père a un avion, un bateau. Et moi, voilà. Vous en avez profité? De l'avion? De tout. Du Fosséa? De bateau, l'avion, je prenais, je faisais des escales, j'allais chercher des copains et puis on allait sur le Fosséa, on s'éclatait. Comme des gamins. Non, parce que voilà, on se met à votre place, on est tous jaloux de ça, de pouvoir s'amuser comme ça. On ne s'est pas connus à l'époque. On ne s'est pas connus à l'époque, non. Juste après. Juste après, effectivement, à vos débuts professionnels. C'était le top. Ah, c'était. Ça a duré combien de temps, ça? 2 ans. Donc c'était bien 2 ans. Ouais, un peu court. Quels impacts ont eu les démêlés judiciaires de votre père sur votre vie à vous? Ma vie personnelle, aucune. Ma vie professionnelle, beaucoup, parce que comment il s'appelle, je sais plus. Enfin bref, quelqu'un de chez TF1 vient me voir et me dit, écoute, voilà, nous allons te retirer de l'antenne pour te protéger. Alors, qui me retire de l'antenne de TF1? Vous présentiez une émission, vous pouvez nous le rappeler, c'était une émission pour les jeunes? Une émission pour ados, ça faisait 3 ans que ça durait, ça marchait très bien. C'est comme moi que si une émission ne marche pas au bout d'un an, surtout sur TF1, elle gicle très vite. Et là, ce monsieur vient me voir et me dit, voilà, je pense que pour te protéger vis-à-vis des gens, il faut que tu te retires de l'antenne. Comment vous avez réagi? Sur le fait qu'on me retire de l'antenne, c'est le jeu. J'y suis peut-être arrivé parce que je m'appelle Tapi. Mais sur le fait qu'ils me regardent et qu'ils me disent clairement, je te prends pour un con en te faisant croire que c'est pour te protéger, là, je l'ai mal pris. Je lui dis, arrête de me prendre pour un con. Donne-moi la vraie raison et je comprendrai la vraie raison. Mais il ne me dit pas c'est pour te protéger. On vous l'a jamais dit? Si, il m'a dit, la vraie raison. Alors je vais te dire, on reçoit des pressions des annonceurs qui n'ont pas envie de coller éventuellement leurs produits à ton nom. C'est dur, ok, certes.
Pas de problème. Vous avez décidé de vous battre, de vous accrocher en tout cas, Stéphane? Non, j'ai décidé de les prendre pour des cons comme ils m'avaient pris pour un con. Ouais, non, je veux dire par là, vous n'avez pas lâché la télé pour autant. Vous débrouillez pour essayer de faire d'autres propositions. Vous avez beaucoup d'imagination. Comment elles sont accueillies, ces propositions? Très bien. Très bien. Super bien. Sauf au moment où il faut signer, il voit que c'est avec moi. Et là, on me dit, bah non, je suis désolé, on ne va pas signer avec un tapis. Comment on réagit quand on dit on ne signe pas avec un tapis? Je me suis retenu. Physiquement? Physiquement, ouais. Ça énerve? Ça tend, ouais. Ça tend un peu. Surtout parce que que là, ça a il y a un gros duré. sentiment Tu sais comment d'injustice. c'est 5 mois de discussion pour vendre une émission. Ah oui. Voilà, pendant 5 mois, on a fait bosser des gens qui se sont défoncés pour le projet. Je pense même pas pour moi, je pensais surtout à mon équipe, quoi, qui sont tombés sur le cul. Bon, après, il y a eu tous ces épisodes pénibles avec les huissiers, les procès, la justice, la prison, toutes ces choses-là. Ouais. Quel type de réflexion vous entendiez régulièrement à cette époque-là, vous, sur les tapis en général? Alors, le public était assez sympa. Le public était assez sympa. Le milieu parisien était odieux. C'était fils de taulards, fils d'escrocs. C'est quoi le milieu parisien dans ce cas-là? C'est les milieux qu'on fréquente à la télévision. Voilà, c'est cela. Hein. Les mêmes qui, il y a 4-5 mois, quand j'ai commencé à tourner dans une série, sont venus me voir, comment ça va, on est ravis que tu fasses un retour. Moi aussi, je suis ravi. Vous êtes harcelé jusque chez vous, vous receviez des lettres d'insultes, il y a tout ce déversement de haine. Vous étiez préparé pour ça? Ouais. Moi, oui. Le cuir était suffisamment épais? Ouais, parce que il était arrivé tellement haut que forcément, à un moment donné, ça allait y aller, quoi. Il a voulu bouffer un gâteau qui était trop gros. Enfin, en tout cas, les parts étaient déjà distribuées. Bien distribuées, oui. Donc vous vous disiez, ça va mal tourner? Sûr. Vous arrivez à vous dire ça du haut de... Sûr. Le jour où il rentre en politique, je lui dis, voilà, tu vas à ta mort. Mais il aurait pu y passer. Hein. Il est arrivé à un moment donné, tu sais, on prend l'exemple de Berlusconi, il est passé en force. Berlusconi? Ouais, il est passé en force et voilà, il a réussi à y arriver. Lui, il a essayé de passer avec les forceps et à un moment donné, boum. Parce que c'était un homme d'affaires accompli, qui avait réalisé plein de carrières différentes et en même temps, le fait de devenir ministre de la République, d'avoir les petits drapeaux sur la voiture, etc. Ah, ça, ils n'ont pas aimé ça. Ah, ça, et pourquoi c'était si important pour lui de faire ça, de vouloir toutes les vies? Parce que c'est un boulimique. C'est un boulimique, c'est un type qui a vécu à 5 dans même pas 2 pièces. Il faut voir dans les conditions dans lesquelles il vivait. Et puis plus il montait, plus il disait je peux aller encore plus haut. Alors c'est vous qui l'avez conduit en prison. Ouais. Comment s'est prise cette décision? La décision, elle s'est prise tard dans la soirée. Il fallait qu'il aille au Quai d'Orsay pour exécuter son mandat de dépôt. Ouais. Quai des Orfèvres? J'ai dit quoi? Des d'Orsay, mais c'est pas grave. Des Orfèvres. Oui, c'est la plus. Quai des Orfèvres, pardon. Vous connaissez bien ou pas? Oui, j'habitais à côté. Quai d'Orsay a son importance aussi dans ce milieu. Ouais. Et vous aviez les paparazzis partout, les flics. Devant, c'était voilà quoi, il y avait 50 caméras, 30 pays différents. Enfin, et ils voulaient pas leur donner ce plaisir. Donc il y avait 2 solutions. On le faisait partir dans des voitures banalisées ou, mais à un moment donné, il se serait fait choper. Donc je décide de faire venir, parce qu'il avait encore quelques amis en politique, je demande à ce que des voitures banalisées viennent le chercher. Jusqu'au dernier moment, personne ne sait qui va être dans la voiture et je le cache dans mon coffre de voiture. Et on part derrière les voitures, les voitures banalisées, tous les voitures alibi, quoi. Enfin, les voitures. Ouais, les paparazzis suivent les voitures alibi et nous, on part tranquillement dans le bois de Boulogne à tourner pendant 1 heure jusqu'à l'heure fatidique. De quoi vous avez parlé? Ah, c'était surréaliste. C'était surréaliste. J'ai mon père dans la voiture, je dois l'emmener en prison. Je me dis, je fais quoi? Caché, caché, toujours caché? Alors là, je l'ai mis à côté, mais avec une couverture. Dans le bois de Boulogne, c'est un peu louche en même temps. Donc je me dis, je fais quoi? 10 fois, j'ai dit, allez, je prends le périph', je prends l'autoroute, terminé, l'Italie, on ne me voit plus. Ah ouais? Ah ouais, mais vraiment. J'avais qu'une envie, c'était de le faire. Qu'est-ce qu'il disait, lui? Non, fais pas le con. Il y a encore les sœurs, les frères, ta belle-mère. Il était prêt à y aller? Ouais, il s'était préparé. Il était prêt. Nous aussi. Ma petite sœur, beaucoup moins. Elle avait 9 ans. Elle, on l'a emmenée en Suisse pendant 1 mois ou 2, quoi. Histoire que ça se tasse. Ouais, histoire qu'elle ne soit pas trop sous le coup du truc. Ouais. Quelle est la dernière image que vous voyez de votre père quand il rentre en prison?
Alors, je rentre ma voiture dans la cour, et ces gentils policiers, au lieu de me laisser ressortir, mettent devant la porte le camion des détenus. Et donc, je reste pendant 1h30 dans la cour, à le voir passer de pièce en pièce, avec les menottes, les fouilles, les machins, le sac. Tu te dis, je vis quoi? Je vis quoi? Hop, on le passe d'une pièce, là, il est à poil. On le passe d'une autre pièce, tu vis un cauchemar. Et tu te dis, c'est moi qui l'ai amené là, quoi. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Il est resté 6 mois. 6 mois. Il a fallu vous accrocher pendant de longs moments. Alors, ce qui est assez amusant, après, c'est comment se font les passages de carrière, puisque vous avez commencé la télévision avant lui. Donc après, il vous a copié, puisqu'il est devenu animateur télé. Ensuite, il est devenu acteur, puis alors c'est vous qui l'avez rejoint dans le Commissariat Valence. Alors quand il est devenu... parce que lui aussi, il se sentait mauvais à une époque. Hein, quand il est sorti de prison, il n'y avait pas beaucoup qui voulaient le faire bosser. Donc moi, j'ai écrit un concept que j'ai vendu à RTL 9. Et je lui ai produit son émission sur RTL 9 pendant 4 ans. Et là, ça sentait un peu meilleur, ça s'appelait Tapis. Donc on lui a proposé une émission sur TF1. Il a dit oui, mais moi je reviens avec mon équipe, hein, je ne vais pas faire 2 fois la même erreur. Donc avec notamment toi, c'est moi, voilà. Donc je l'ai produit pendant 1 an sur TF1. Après, il a voulu arrêter parce qu'il avait beaucoup de théâtre. Et maintenant, vous vous retrouvez dans la fiction. Et voilà, et c'est lui qui m'a amené à la fiction avec lui. C'est une drôle de relation que vous avez tous les deux. Ouais. Presque fraternelle, j'ai l'impression. Ouais, plus fraternelle. Beaucoup plus fraternelle. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes toujours protégé de ce père trop boulimique en vous disant attention, c'est super, c'est génial, prenons tout ce qu'il y a à apprendre. Je suis aussi mais attention à la chute. Je suis aussi boulimique que lui et j'ai, entre guillemets, une auto grande gueule que lui. Donc on ne va pas s'affronter, au contraire, on est super complices. On n'a pas besoin de se parler. C'est comme c'est quand tu produis une émission avec ton producteur, nous, on n'avait pas besoin de se parler. Aurore, on ne vous a pas beaucoup entendu, je n'ai pas beaucoup donné la parole depuis le début de cette émission. Vous appelez Aurore Guitry. Oui. Vous n'êtes pas la fille de non, Sacha ou de Lucien, il y a quelques générations d'écart. Vous n'êtes pas non plus en ligne directe, puisque vous êtes une petite nièce, en fait. Il n'a pas eu d'enfant, en fait. Il a eu beaucoup de femmes, mais il n'a pas eu d'enfant. donc voilà, ouais, je suis la petite nièce de Sacha Guitry. Et vous avez choisi de faire des hautes études littéraires, puisque vous avez fait Hippocagne, Cagne, et vous dites qu'on vous l'a fait... disons payé, pas payé, mais avec une certaine curiosité, pas toujours très saine. Disons qu'en Hippocagne, de toute façon, on vous le fait payer, hein, que vous appuyez Guitry ou autrement. Après, c'est plus quand j'ai commencé à faire du théâtre, là on m'attendait un peu... Enfin, parce qu'en plus, la première pièce que j'ai montée, c'est une pièce que j'avais écrite, Manque de peau. Et que vous avez signée sous le nom de Guitry alors j'ai hésité là, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit attends, ça va faire beaucoup. Tu t'abuses un peu là quand même, tu vas pas y aller non seulement en écrivant, en plus en montant, tu n'y arriveras jamais quoi. Puis mes parents, ils étaient morts de trou, ils m'ont dit non mais attends, ok tu t'appelles Guitry, tranquille quand même, changer de nom ça peut être... Vous avez pensé, vous l'avez pas fait? Non, non parce que je m'appelle comme ça finalement. C'est ça, ouais, moi je trouve que ça doit être assez hard, même de l'imaginer. Changer de nom, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, d'une part il y a de ça, puis en plus j'avais pas un lien complètement direct, donc je me suis dit ça va passer à l'as, Guitry en plus. Il est revenu très à la mode ces 20 dernières années, mais je veux dire il n'a pas non plus marqué son temps à l'époque, quoi. C'est après qu'il a commencé à devenir un petit peu plus célèbre. Donc je me suis dit je vais y aller tranquille. Et ça n'a pas loupé. Le premier article de presse qui est sorti est marqué « La petite nièce de Guitry monte une pièce ». C'est une pression à chaque fois que vous signez Guitry? Pour le livre, ouais, ça a été quelque chose de le voir, déjà de voir le livre objet, parce que c'était un petit peu mon rêve d'enfant. Donc tout le monde me disait « Non, mais tu n'y arriveras jamais ». Donc le fait de le voir en vrai, ça a fait quelque chose. Le fait de voir Guitry avec un autre prénom à la place devant aussi. Ça donnait quelque chose de... Les petites morsures. Les petites morsures, oui. À quel âge vous vous êtes dit je serai écrivain, ou je serai en tout cas dans ces métiers littéraires? À 8 ans. 8 ans? 7-8 ans. Et vous? Toujours. Oui, je pense vraiment dire d'en faire un métier avant la fin de mes études. J'avais commencé déjà à écrire, mais il y a eu des bouquins que je rassure pas mal de gens. En cachette, comme on va fumer en cachette? Non, non, pas du tout. Non. J'écrivais des bouquins et les 4 ou 5 premiers ont été refusés. Il n'y a pas de honte à ça, ça arrive à tout le monde. Je sais que Graham Greene a eu ses 9 premiers livres refusés. Il a eu le prix Nobel quand même. C'était signé d'art à l'époque? Jamais. Non, justement, c'était ça un petit peu ma frustration de fils à papa. Ce n'est pas une frustration d'ailleurs, mais ça m'a un peu gêné quand même de ne pas avoir le droit. Le droit. Comment ça, pas le droit? Je ne parle pas de droit juridique, mais de droit moral. Les éditeurs de mon père m'ont fait comprendre que 2 d'art, à un moment où mon père, moi j'ai commencé vraiment à écrire, au moment où mon père était au sommet de sa gloire et de ses ventes.
Donc c'est très clair, il sortait 500 000 exemplaires au titre, et il faisait 5 bouquins par an, plus des films. C'était une star énorme. C'était les années 60. Bon. Et ils ont eu peur qu'un deuxième Dard, ça vienne créer une confusion, que cette poule aux œufs d'or soit un petit peu... Ah, donc vous avez été obligé de signer sous un autre nom pour pouvoir vous exprimer comme écrivain. J'ai pris plusieurs pseudonymes, oui. Alors je vais prendre un grand raccourci. À la mort de votre père, vous avez repris ses livres. Aujourd'hui, vous continuez la collection des San Antonio, Patrice Dard, les nouvelles aventures de San Antonio, les nouvelles aventures. C'est pas le premier. D'abord, vous avez signé Serial Killer. Enfin, vous avez terminé Serial Killer que votre père avait lancé. Oui, je l'ai quasiment écrit. Vous l'avez quasiment écrit, qui est un énorme succès, 300 000 ventes. Et puis vous avez repris la suite. Depuis, vous en êtes à combien de San Antonio? C'est mon 14e. Vous sentez comment dans la peau de San Antonio? Très bien. Très très bien. Moi, il y a très longtemps que je m'y étais glissé dans ma tête. D'abord en les lisant. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui se prennent pour San Antonio, dans les lecteurs. Il y a le père de Manu déjà, oui. Notamment, mais lui, il l'a prouvé. Qui se fantasme San Antonio? Oui, qui se fantasme San Antonio. Et il n'y a pas de raison que moi, écrivain, fils de l'auteur et grand fanatique de San Antonio, que je ne sois pas ce transfuge. Qu'il n'y ait pas un petit San Antonio en vous aussi. En fait, quand j'ai continué d'écrire les San Antonio à la mort de mon père, ça m'a tellement semblé naturel que j'ai fini par le rendre naturel aux gens. Et ça s'est passé sans heurts. Vous êtes heureux d'être dans la peau de votre père, ou vous êtes dans la peau de San Antonio, comme vous le dites à l'instant, mais est-ce que vous êtes aussi dans la peau de votre père, dans le sens, dans le prolongement de votre père? Ça vous plaît comme situation? Oui. Oui, dans la mesure où ça m'a été imposé pendant 40 ans, les 40 premières années de ma vie active, j'en ai un peu souffert, entre guillemets, parce que l'ombre, tout ça, on en a parlé, l'ombre du géant, c'est pas facile de trouver sa place. Maintenant, l'arbre est tombé, je suis tout seul en première ligne. Après tout, j'ai repris la boutique. Ça me va très bien. Ça vous plaît même d'être dans la continuité? Je préférais que mon père soit encore là et continuer à faire ce que je faisais avant. J'écrivais d'autres trucs. Je travaillais pour la télévision, notamment pour France 2. J'ai fait beaucoup de films pour France 2 avec Roger Hanin, avec d'autres personnes. Bon, ça se passait très bien. Mais j'ai décidé de tout stopper pour me mettre dans les chaussures de mon père à partir du moment où il est mort. Comme beaucoup de gens le font. Et c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'intervenant sociologue. C'est que finalement, c'est assez légitime. Moi, j'ai l'impression que je ne prends la place de personne. Parce que j'ai reçu quelques manuscrits de gens qui prétendent écrire des San Antonio, qui disent « Moi, j'ai de l'humour, je peux le faire ». Ça ne sert même pas à accrocher dans les chiottes. Pour être poli. Honnête. Oui. Pour être honnête, pas poli. Si je veux être impoli, ce serait pire. Ce serait pire. Autre façon de gérer l'héritage qu'on a reçu tous les jours, Anne Goscinny s'occupe aussi de l'héritage en marge de toutes ces écritures, de l'héritage mondial, enfin de ce que représente Astérix dans le monde entier. C'est un travail assez prenant. Je vous propose qu'on en regarde quelques extraits. Je ne peux pas dire que je m'occupe de l'héritage mondial d'Astérix, puisque heureusement, Albert Uderzo est vivant. Grâce à lui, Astérix a continué, puisqu'il n'était pas normal qu'un village meure parce qu'un homme est mort. Donc Albert Uderzo a continué à faire vivre les personnages et c'est à lui qu'il appartient de gérer. Et moi, j'ai ce droit moral, mais lui est l'emblème vivant et avec ô combien de talent. Un scénario, René Goscinny fait toujours rigoler. René Goscinny, Paris 16e. René Goscinny, le scénariste de Paris que la Seine-et-Oise nous envie. Il est le père d'Astérix, bien sûr, mais on lui doit aussi le petit Nicolas, Is No Good et Lucky Luke. René Goscinny est un auteur emblématique, intemporel, qui a contribué à révolutionner l'univers de la BD. Mais le 5 novembre 1977, il meurt brutalement à 51 ans. Fauché en pleine gloire, il laisse derrière lui ses personnages de fiction, mais aussi et surtout une femme et une petite fille d'à peine 9 ans, Anne. 25 ans plus tard, il continue à me faire rire. Ça, c'est quand même extraordinaire quand on n'a plus son père, de se dire il suffit d'ouvrir un album d'Astérix, un livre du petit Nicolas ou un album de Lucky Luke ou d'Is No Good pour continuer à se marrer. À la mort de sa mère, Anne Goscinny, encore étudiante, se retrouve soudainement à la tête d'un héritage éditorial colossal. Anne sera longtemps tiraillée entre son devoir d'héritière et son accomplissement personnel qu'elle trouvera dans l'écriture. Comment gérer les attentes liées à un nom aussi prestigieux? Comment s'accomplir dans l'écriture quand on a un père dont l'œuvre est une référence éternelle? Anne Goscinny a réussi à se créer un univers et un style littéraire bien à elle. Elle sort aujourd'hui un 3e roman au titre évocateur, Le Père éternel. Alors ça en fait des livres aujourd'hui. Bocalé, FFD, pour ceux que ça intéresse, de Frédéric.
Les petites morsures d'Aurore, on en a parlé. C'est Antonio sans voix en l'air, on en a parlé également. Donc le Père éternel aussi, on l'a évoqué. Et puis il y a le Carnet intime. Alors c'est un bouquin que vous avez écrit sur votre père. Ouais. C'est pas votre métier, vous n'êtes pas spécialement écrivain. C'est le seul livre que vous avez écrit. C'est le seul. Pourquoi vous avez fait ce portrait? Pour pas le laisser à quelqu'un d'autre? Non, pour me rapprocher de lui après son décès, et puis pour le présenter d'une certaine façon en fait au public. Comment vous avez vécu dans l'ombre de ce père qui n'était pas très grand physiquement et que vous aimez tellement? Comment vous avez réussi à trouver votre place? Pourquoi vous avez attendu si longtemps avant de vous présenter comme artiste peintre et de signer du nom de Carmet? J'ai attendu parce que c'est pas un manque de confiance, mais c'était vraiment, comment dire, c'était difficile pour moi de montrer ma création. Pas par timidité, mais par... J'osais pas en fait. Il y avait pas Vous aviez peur de lui voler son nom un peu? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Par timidité personnelle? Par timidité personnelle, absolument. De caractère? Voilà. Vous êtes intimide? Pas tout le temps, ça dépend. Ouais. Vous êtes à l'aise sous les projecteurs? Je déteste ça. Merci de votre confiance. Vous êtes très sympathique par contre. Ah bah vous également, Jean-François. Merci, et rassurant. Ah bon, tant mieux. Alors vous avez donc attendu l'âge de 49 ans pour présenter vos toiles 46 ans, pardon, pour présenter vos toiles, vos toiles au grand public. Pour exposer tout ça, donc j'avais fait depuis quelques années des expositions de groupe. Et un jour, je me suis dit, il faut que je me lance quand même et que je décide d'accrocher sur les murs mes tableaux, mais tout seul. Voilà. Et qu'est-ce que votre père pensait de votre peinture, d'après ce qu'il vous avait dit? Mais à l'époque, donc je peignais beaucoup plus de meubles peints, mais c'était des petites histoires, des choses qui lui plaisaient énormément, oui. Quel regard vous portez sur votre histoire de famille, sur ces histoires de fils d'eux? Vous avez entendu Frédéric nous donner ses opinions aujourd'hui sur le fait qu'il y en a de plus en plus, que c'est une tendance de vouloir... moi j'étais d'accord tout à l'heure, je ne suis pas du tout d'accord entièrement avec lui. Moi, on n'achète pas un Carmet, on achète un Jean-François quand on achète un tableau, parce que je vends, évidemment. Donc on achète un Jean-François, pas du Carmet. Donc c'est pas je ne vois... J'ai mon propre monde, ma propre personnalité, et je pense pas que ça... Moi, je pense que la différence, c'est entre essayer de se faire un prénom ou juste essayer d'être là, quoi, comme tout le monde. Et je pense que essayer de se faire un prénom, c'est vachement plus dur. Pour soi, intellectuellement, c'est très dur de vivre dans l'ombre d'eux. Il faut pas réagir comme ça. Il ne faut pas se dire je vais tuer le père ou je vais tuer la mère pour exister. On existe parce qu'on est. C'est d'autant plus difficile de le tuer quand il est déjà mort. Ouais. Non, mais il y a l'image de tuer le père. Si tu veux tuer le père, tu peux pas. Des Carmets, on peut pas tuer Carmet. Il n'y a pas besoin de tuer Carmet pour exister. Alors, comment on fait avec tout ça? Le mot de la fin pour vous, Stéphane. Vous êtes celui qui est monté le plus haut indirectement par Bernard, celui qui avait le plus reçu de coups, enfin je veux dire c'est sans aucune mesure avec tous ceux qui sont sur ce plateau. Quel message vous voulez faire passer à ceux qui ont des a priori justement sur un nom de famille? Il y a eu des années où vous êtes beaucoup tué, vous nous avez dit pourquoi protéger votre père? Je me suis beaucoup tué pour pas lui faire de tort. Voilà. Mais le message vraiment à passer, c'est je vais lire votre bouquin, monsieur, je vais le lire vraiment parce que c'est un peu... Je compte sur vous, oui. Ouais, non, mais je vais le lire. Parce que vous faites un bouquin grâce à nous en même temps, donc je vais le lire. Et... le message contre les... Non, mais c'est vrai. Je vous rassure tout de suite, je ne parle pas de vous dans le bouquin, je parle de la société française. Non, vous parlez des fils d'eux. C'est un enjeu quand même un peu plus important que votre propre personne. Vous parlez des fils d'eux et des filles d'eux. Ouais. Le mot de la fin à Stéphane qui n'a pas choisi d'être le fils de Bernard, mais qui aurait été très heureux. Attends, si j'avais même dû choisir, je l'aurais choisi. Pourquoi j'ai honte de rien? Ah non, mais je suis fier de tout. De toute façon, ça ne se choisit pas. Donc ça ne se choisit pas. Maintenant, il faut vivre avec. Mais contre les a priori qu'on entend. Mais l'a priori, on les casse en rencontrant les gens. Il y a un a priori positif, c'est que spontanément, on vient vers vous. Alors, quand on est d'une nature timide, c'est bien parce que ça crée l'ouverture à l'être humain. Et puis, il y a ceux qui vous aiment pas, qui vous aimeront pas de toute façon, parce qu'ils n'aiment pas votre père, donc forcément, ils vous aimeront pas vous. Et puis, il y a ceux qui aiment votre père, et puis qui vous aimeront pas forcément non plus. Donc, vous créez votre propre public, entre guillemets. Tout en restant très proche de votre père. Tout en restant très proche de lui, parce que c'est mon père, parce que il a eu besoin de moi, j'ai eu besoin de lui. C'est le rôle d'un fils quand on grandit d'aider son père, comme c'est le rôle d'un père d'aider son fils quand il est jeune. Non, mais je pense que vous avez eu cette chance aussi particulière. J'ai transmis ça à mes enfants. Non, vous avez eu cette chance particulière aussi de pouvoir rendre à votre père ce qu'il vous avait donné, ou de pouvoir
à votre Ouais, tour puis faire ça. Ce que vous avez sans doute fait aussi à travers c'est la suite chance de votre aussi de œuvre. ne pas avoir vécu collé H24 à lui, où là j'aurais plus été pris dans une espèce de tourbillon médiatique qui m'aurait peut-être monté à la tête un peu plus. Là j'avais l'avantage de le voir voilà, tous les 2 jours. Donc, Manu, je vous sens bouillir. Non, bien vu, donc c'est une très très belle analyse. Non, je pense quand même qu'il faut un tout petit peu relativiser. On a la chance d'avoir des parents quand même, avant toute chose, et ce serait bien de penser aussi à ceux qui n'en ont pas, parce que c'est souvent vu comme ça. Non, mais je sais que ce genre d'émission-là peut susciter, on a expliqué clairement nos positions par rapport à nos parents célèbres, je crois, mais il faut quand même juste revenir sur le fait qu'on ne va pas se plaindre non plus, c'est pas dramatique ce qu'on vit, chacun a ses handicaps. Non, comment on a la chance d'avoir des parents, il y a des millions d'enfants qui ne connaissent pas leurs parents. Donc, c'est toujours ce que je me dis, ces difficultés-là. Je pense que tous les gens ont des handicaps. Le rapport qu'on a à autrui, c'est toujours quelque chose de délicat. On est plein de préjugés. Même moi, j'en suis plein de préjugés. Souvent, je vois quelqu'un qui ne me revient pas dans sa manière d'être habillé. Finalement, c'est un préjugé. Nous, on a peut-être celui-ci, mais il faut un peu relativiser un tout petit peu. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous, à la prochaine fois. Merci Manu.